Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Bismart, partenaire des entreprises, s'engage la communauté française des entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable. Chaque mois dans Smart Impact, on détaille les actions menées sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Prisca Thévenot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Les entreprises s'engagent, c'est une initiative lancée par le président de la République, c'était en 2018. Et l'objectif, c'était de rassembler entreprises, services de l'État, des collectivités au niveau local. Et vraiment, il y a de la granularité avec des clubs départementaux. Comment votre ministère y participe? Comment ça s'imbrique tout ça? Bien, effectivement, oui, c'est avoir cette capacité à faire du local et d'être dans cette puissance d'impact territorial. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle d'impact, on a tendance dans l'esprit collectif à penser d'impact individuel ou alors d'association, mais en réalité, souvent au cœur de nos sociétés, de nos villes, de nos villages, eh bien, il y a des entreprises. Et donc, c'est de rappeler la puissance et la capacité qu'ont ces entrepreneurs, ces petites entreprises, ces grandes entreprises à créer, générer de l'impact positif autour d'elles. Donc en réalité, c'est quelque chose qui a été mis en place sur la base d'une évidence. Oui. Mais pourtant, est-ce que les entreprises et un ministère, une administration parlent toujours le même langage? Il y a un peu la réponse dans ma question, vous voyez ce que je veux dire? Il y a la réponse de votre question et en même temps. Et en même temps, c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron en 2016, puis le renouvellement en 2022, il y a une nouvelle classe politique qui est arrivée, dont je fais partie, où nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas été biberonnés à la chose politique. Moi-même, je viens du monde de l'entreprise. Et donc, au contraire, moi, je me sens dans un autre monde quand je suis en politique. Et nous avons cette capacité, du coup, à casser un peu les codes de part et d'autre. On va découvrir des actions concrètes avec vous, Prisca Thévenot. Par exemple, le dispositif Un jeune, un mentor. De quoi il s'agit? Comment ça marche? Déjà, rappelons ce qu'est le mentorat. Oui. Le mentorat, effectivement, aujourd'hui, c'est un terme, c'est un mot, mais ça a toujours existé. On a tous dans notre souvenir un professeur, un parent, un ami, un voisin qui à un moment nous a aidés, qui à un moment nous a conseillés, qui à un moment a été là pour nous. Mais ça, c'est du mentorat. On a simplement transformé cela en politique publique pour dire que nous devons impulser cette démarche-là et faire en sorte que chaque jeune puisse en bénéficier. Donc c'est une politique qui a été lancée autour d'un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat, avec des associations qui s'engagent, et nous faisons le lien, en tout cas dans mon ministère, entre ces associations avec les jeunes et les entreprises. Et alors, qui sont les mentors et quel type de conseils peuvent-ils donner? Parce que c'est très très vaste ce dont on parle. Tout le monde peut être mentor, Ouais. vous pouvez être mentor, je suis mentor. En gros, c'est cette capacité à donner du temps et à être en capacité de raconter des histoires, son parcours, son projet, mais aussi d'être en capacité de chercher ensemble des solutions. C'est-à-dire que, par exemple, un jeune qui a pour ambition, je dis n'importe quoi, de devenir boucher ou dentiste ou je ne sais quoi, eh bien, n'est pas forcément amené à avoir un mentor qui est boucher ou dentiste ou autre chose. D'accord. Il est juste avec un adulte qui est autre que sa sphère personnelle et qui va l'aider à cheminer dans son parcours personnel. Mais c'est forcément tourné vers l'emploi. L'objectif, c'est d'aider les jeunes à se familiariser avec le monde de l'emploi, à choisir la bonne filière, à trouver un emploi. Tout à fait. Le premier objectif, c'est bien évidemment d'être cette passerelle entre le milieu professionnel et ce qu'on connaît habituellement quand on est jeune, le milieu académique scolaire. Ouais. Mais soyons très clairs, on ne sillonne pas les échanges qu'on va avoir avec son mentor ou son mentoré. Et donc, moi, j'ai des couples mentors-mentorés où finalement, ils se retrouvent à parler de culture, ils se retrouvent à parler passion et ils partagent des sujets de la vie de tous les jours, de leur sphère privée. Oui, ce que vous disiez, on n'est pas forcément avec un mentor qui est dans la sphère ou dans la formation ou dans le métier Et souvent pas du tout. Que le jeune cherche. Est-ce qu'ils sont encadrés? Parce que on confie, entre guillemets, un jeune à un adulte. Comment ça se passe? Comment c'est encadré? Tout à fait raison. Il y a un encadrement qui est mis en place et c'est pour ça qu'on a mis en place cette politique publique. Nous avons mis en place, avec Olivier Dussopt, un collectif mentorat qui regroupe un certain nombre d'associations qui opèrent le mentorat et qui mettent en lien les jeunes avec les moins jeunes, donc les mentorés avec les mentors. Et donc nous sécurisons
cette politique publique au travers d'associations que nous venons labelliser pour être en capacité de mener à bien cette politique publique. Alors je crois que vous étiez dans le Rhône d'ailleurs avec Olivier Dussopt, c'était au début du mois de décembre pour faire quoi, une sorte d'état des lieux on était quoi, 2 ans après le lancement du dispositif? C'était un comité de pilotage effectivement avec l'ensemble des acteurs du collectif Mentorat et puis ça avait une petite note personnelle pour moi puisqu'on était sur mon ancienne école, l'EM Lyon, où effectivement nous avons cette culture entrepreneuriale très forte de mêler le public et le privé et de ne pas avoir de barrière entre les deux. Et donc, nous avons décidé ensemble de faire un peu de Lyon et de Écully, où se trouve l'école de l'EM Lyon, eh bien, peut-être la capitale du mentorat, parce que ça a une résonance dans notre pays, mais c'est aussi une résonance au niveau européen. Et quel bilan, justement, on peut en faire 2 ans après? Il y a eu combien de binômes comme ça qui ont été créés? Est-ce qu'on en voit déjà les résultats d'une certaine façon? Oui, on en voit, il faut juste parler avec aussi bien les mentorés que les mentors. Parce que le mentorat apporte d'un côté comme de l'autre, cette capacité à découvrir d'autres personnes et à accompagner d'autres personnes. Ce qu'il en ressort, c'est effectivement beaucoup de bénéfices, mais plutôt que de raconter ce qui se passe bien, parce que vous pouvez imaginer tout ce qui se passe bien, c'est de dire aussi quels sont nos défis. Nos défis, c'est de pouvoir aller chercher des jeunes qui ont besoin d'autant plus du mentorat, mais qui n'arrivent pas à accéder à cette politique publique par méconnaissance ou par capacité de capter cette politique publique. Et donc, nous avons développé un fonds spécifique pour permettre de rendre cette politique accessible, notamment aux jeunes des QPV, aux jeunes en filière pro ou aux jeunes porteurs de handicap. Vous êtes également en charge, c'est même dans l'intitulé de votre ministère, du service national universel. On en est où ? Eh bien, on en est que l'année prochaine, nous allons avoir 80 000 jeunes qui vont faire le service national universel. Pour rappel, le service national universel, c'est 2 temps. Un temps de séjour de cohésion de 12 jours, celui qui est quand même assez connu, et puis un temps de service à la nation, qui peut être un engagement dans les réserves, le service civique, les cadets de la gendarmerie. Pourquoi j'insiste sur les 80 000 l'année prochaine? Parce qu'en fait, depuis le début, depuis qu'il a été lancé par Gabriel Attal et puis déployé par Sarah El Haïry, ce sont 90 000 places qui ont été ouvertes. Et là, simplement en une année, on va presque avoir le même nombre de places. D'accord. Et de façon très concrète, eh bien, je vais, à mon avis, devancer votre question. Oui, je souhaite que le service national universel devienne un passage républicain pour chaque jeune de notre nation. Donc qu'il soit généralisé. Qu'il soit généralisé. Est-ce que vous employez le mot obligatoire ? Pour qu'il soit universel, il faut qu'il soit généralisé. Et il faut effectivement qu'il soit adossé à cette capacité de toucher tous les jeunes. Maintenant, si c'est mon souhait, ce n'est pas ma décision. Cette décision revient entièrement et essentiellement au président de la République. Ça coûte combien ? Ça coûte... Parce que c'est une vraie question, à chaque fois on vous la pose. Vous voulez généraliser, très bien, mais combien ça coûte ? Vous savez, aujourd'hui je suis secrétaire d'État, j'étais hier parlementaire. Donc les temps de débat budgétaire, je les connais et il faut les respecter. Et oui, nous avons un devoir de transparence, ça coûte 2 milliards. 2 milliards à peu près par an. Et donc oui, c'est une certaine somme, mais c'est une politique de prévention. Et à ce titre, si effectivement le SNU a un coût, au regard des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, il a une valeur qui n'a clairement pas de prix. Qu'est-ce qui nous ferait économiser après ? J'entends votre argument, mais ces 2 milliards, pourquoi ils vont être bien utilisés ? Déjà parce qu'on investit sur notre jeunesse. À un moment, il est important de rappeler notre cap. Et en tant que nation, nous devons avoir un cap qui va au-delà même d'un mandat, d'une personne. Et donc oui, nous devons être capables de dire qu'aujourd'hui, nous avons peut-être des fractures dans notre pays qui nous empêchent par moments de regarder dans la même direction, de nous rappeler que nous devons être unis et solidaires, malgré des nuances, sous le même drapeau. Et donc, soit on prend le sujet au sérieux et on investit, on ne dépense pas, on investit, soit on considère qu'on met des pansements sur des jambes de bois, et puis dans 5 ans, on se reposera encore les mêmes questions de comment faire nation au regard des défis qui sont les nôtres. C'est un enjeu majeur, le sentiment d'appartenance effectivement à la nation. Est-ce que ça se raccorde aussi à l'enjeu dont on parlait au début de cette interview, c'est-à-dire l'enjeu de l'emploi ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui, d'une certaine façon, grâce au SNU, prennent confiance, changent d'orientation, osent se lancer ? Ça participe de l'émancipation des jeunes, puisque ça arrive autour de la classe de seconde. Donc on est vraiment dans cette période-là. On est un peu tôt quand même pour le On est un peu tôt, mais ça participe aussi de cette capacité à sortir de ses précarés, sortir de ses habitudes, aller parler à des jeunes auxquels on n'aurait jamais parlé autrement, et puis aller découvrir d'autres territoires. Donc ça participe de cette ouverture d'esprit qui est nécessaire, un peu cet esprit de compagnonnage qui, soyons très clairs, n'a que des aspects positifs. Alors vous parliez de l'engagement civique des jeunes, ça rejoint un thème
ultra important qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez mis en place des missions de service civique dédiées à ça. Dans quel collège et qui y participe? Qui sont ceux qui encadrent d'une certaine façon? Tout à fait. Effectivement, il a été rappelé par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, que nous faisons du harcèlement et du cyberharcèlement une priorité. Parce qu'effectivement, si on n'est pas heureux à l'école, on n'apprend pas bien. Et donc, nous avons mis un certain nombre de dispositifs en place. Et effectivement, moi, j'ai la politique publique du service civique, qui a un engagement de 6 à 12 mois pour un jeune. Et donc, on a mis en place des ambassadeurs service civique contre le harcèlement. Ils sont déployés, ce sont des jeunes, entre 18 et 25 ans, ou 30 ans s'ils sont en situation de handicap, qui sont déployés dans les établissements scolaires pour être peut-être ce moment, ce relais où un jeune a besoin de se confier et qu'il n'est pas forcément à l'aise pour se confier avec un beaucoup plus âgé, un professeur ou un chef d'établissement. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien. Oui. Ça a été mis en place il y a combien de temps? Ça a été mis en place il y a 2 mois maintenant. D'accord, vous avez déjà des retours? On a déjà des retours et j'ai été lancée effectivement auprès d'un établissement scolaire au Mans. Les premiers ambassadeurs de service civique luttent contre le harcèlement et nous voyons, en fait, c'est les jeunes qui le disent le mieux. C'est qu'ils se sentent plus à l'aise pour aller parler à quelqu'un qui sont plus proches d'eux en termes d'âge, mais qui ne sont pas non plus des jeunes de leur établissement scolaire. Prisca Thévenot, on enregistre cette interview, on est en pleine semaine de rumeurs de remaniement. C'est dur d'être ministre dans un climat comme celui-là? Non, j'ai choisi de m'engager en politique, donc je ne vais pas commencer à venir me plaindre ou à me victimiser. J'ai la chance de pouvoir servir mon pays. Aujourd'hui en tant que secrétaire d'État, hier en tant que députée, avant-hier en tant que conseillère régionale, mais tous les jours en tant que militante. Donc quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, je continuerai à m'engager et à servir mon pays. Quand vous avez appris que le Conseil des ministres était reporté, vous vous êtes dit, oula, qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, je ne l'ai pas vraiment appris, je l'ai appris en décalé, puisque j'ai passé le 31 décembre, j'ai eu la chance de passer le 31 décembre en Guyane, auprès de nos hommes et de nos femmes militaires. Avec la Première ministre, justement. Exactement, qui s'engagent loin de l'Hexagone, mais sur un bout de terrain français, pour défendre nos intérêts. Merci beaucoup Prisca Thévenot et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Start-up, une solution de recyclage des batteries de voitures électriques, vous allez voir.